Charles, parlez-moi des sous-jacents profonds de la crise que nous traversons. Pourquoi une simple crise de l'immobilier aux États-Unis nous a amené là? Eh bien, tout simplement parce que, fondamentalement, ce n'est pas une crise immobilière. Alors, il faut se souvenir, on va faire un tout petit peu d'histoire de manière extrêmement rapide, il faut se souvenir de ce qu'était le monde à la fin des années 80. À la fin des années 80, vous aviez l'OTAN, les gentils d'un côté, les bleus, d'accord? Il y avait un rideau de fer qui séparait tout ça, et de l'autre côté, vous aviez l'autre partie du monde, les rouges, les méchants, les communistes, d'accord? Et le monde ne se parlait pas. On ne se parlait pas. Dans ce monde-là, vous imaginez bien qu'on n'allait pas implanter une usine à Moscou, hein, on n'allait pas implanter une usine à Pékin. Donc il n'y avait pas de mondialisation, il n'y avait pas de commerce international, il n'y avait pas de pays low cost, il n'y avait pas de délocalisation, il n'y avait pas de commerce mondial. Tout en sachant qu'à cette époque-là, vous aviez barrières douanières, vous aviez contrôle d'échange, vous aviez 1980, c'est François Mitterrand qui arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Nationaliste. Donc on est dans un schéma économique totalement différent. C'est la chute du mur de Berlin qui, quelques années après, entre le moment où le mur de Berlin s'effondre et le moment où tous ces pays-là vont rentrer dans le commerce international, il va se passer quelques années, donc on va dater ça, puisqu'il faut donner à peu près des points de repère. Le mur de Berlin s'effondre en 1989. En 1995, on va assister aux premières délocalisations, phénomène récent. On va assister à partir de 1995 également à l'ouverture très lente et extrêmement progressive au départ de la Chine. Et petit à petit, tout ça, ça va prendre de l'ampleur. Ça va prendre de l'ampleur à partir de 1995 et jusqu'à aujourd'hui. Mais, globalement, les premiers effets de délocalisation, on ne va les voir dans l'économie, il y a une notion d'effet de seuil en économie, qu'à partir de 2005, donc à peu près 10 ans après. Mais il va se passer autre chose. C'est vraiment tous ces phénomènes qui vont rentrer en résonance et qui vont expliquer qu'on en soit arrivé là. Le deuxième phénomène, c'est qu'à un moment donné, vous avez eu une explosion de la bulle Internet, c'était en 2000, et que pour contrer les effets récessifs de l'explosion de cette bulle boursière, les autorités financières, c'est-à-dire les banques centrales partout dans le monde, ont commencé à baisser les taux d'intérêt. Ça ne s'est pas arrêté là. Un an après l'explosion de la bulle Internet, vous avez eu l'explosion des tours du World Trade Center. Et c'est le 11 septembre 2001. Pour ceux qui étaient grands et qui se souviennent du 11 septembre 2001, c'est-à-dire à peu près tout le monde, nous sommes à peu près tous capables de dire ce que l'on faisait ce jour-là et où on était, le 12 septembre, l'économie était à l'arrêt. L'économie mondiale. On pensait qu'il y avait 80 000 personnes qui étaient mortes, on pensait que les États-Unis allaient atomiser la Terre entière, on pensait qu'ils allaient se fâcher très fortement. Enfin, bref, il y avait une incertitude, on ne savait pas, les bourses étaient suspendues, on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc face à une telle incertitude, l'économie mondiale s'est figée net. 11 septembre, on commerçait, le 11 septembre à 14h30, tout le monde était devant sa télé pour regarder ce qui se passait, et le 12 septembre, il n'y avait pas un seul téléphone qui sonnait, pas une seule commande qui était passée. L'économie était gelée. Qu'est-ce qui se passe et que font les autorités monétaires et les autorités bancaires? Les banques centrales, à nouveau dans le monde entier, baissent encore les taux d'intérêt. Et donc on atteint quasiment des taux proches de zéro. On s'en souvient peu, mais à cette époque-là, l'immobilier était encore très peu cher. On sortait de l'explosion de la précédente bulle immobilière et on était sur des prix extrêmement bas. Alors quand vous avez des prix de l'immobilier qui sont bas, que vous avez des crédits qui ne sont pas chers, eh ben, les gens qui ne sont pas que des crétins, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'endetter pour acheter de l'immobilier. Ils s'endettent pas cher pour acheter de l'immobilier pas cher. C'est une excellente affaire. Et c'est comme ça que vous allez avoir la création d'une bulle immobilière. Et ça, elle va mettre des années à se former, hein, du début des années 2000 jusqu'à 2007. Qui sera l'explosion de la bulle immobilière et donc des subprimes américains. 7 ans. D'accord ? Mais ça ne s'arrête pas là. En attendant, vous avez donc deux phénomènes qui continuent à se dérouler. Le premier phénomène, c'est, comme je vous l'ai dit, la mondialisation avec ses cortèges de délocalisation. D'accord ? Quand je délocalise, je retire de l'emploi aux États-Unis en fermant une usine ou en fermant une usine en Europe, en France, en Allemagne, peu importe, plutôt en France qu'en Allemagne d'ailleurs, et je la mets en Chine.
je perds 1000 emplois ici, je crée 1000 emplois là-bas. Sauf que je perds 1000 emplois ici à 3000 euros par mois et je gagne 1000 emplois là-bas à 30 euros par mois. 30 euros, une prime versée sous forme de double de riz. D'accord ? Vous voyez un petit peu le différentiel. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que si vous ne perdez pas votre travail parce que l'usine est fermée en étant délocalisée, vous allez perdre votre travail parce que vous étiez une secrétaire et vous étiez une secrétaire dans les années 90, que dans les années 90, votre patron ne savait pas se servir d'un ordinateur et qu'aujourd'hui, tout le monde tape lui-même ses mails et ses courriers. D'ailleurs, il n'y a plus une secrétaire avec une machine à écrire. C'est bon. Mais vous aviez, jusque dans les années 90, des entreprises qui utilisaient les machines à écrire pour taper les courriers. Dans les commissariats, on tapait encore les PV avec 2 doigts, quoi, d'accord ? Donc, il faut bien se rendre compte de la pression que vont faire vivre les progrès technologiques. Et ces progrès technologiques, ils deviennent exponentiels à partir également du milieu des années 90. Et donc, ce sont ces deux phénomènes qui vont poser un énorme problème sur l'emploi dans les pays occidentaux. Mais tout ça, ça va mettre du temps à se voir. Encore une fois, il y a des notions d'effet de seuil. Mais du début des années 2000 à la fin des années 2000, en fait, partout dans le monde occidental, les salaires ne progressent plus. En fait, ça fait 15 ans que les salaires n'évoluent pas. La moyenne des salaires aux États-Unis, en Angleterre, en France, est toujours la même depuis 15 ans. Il n'y a pas eu d'évolution. Stagnation totale. C'est la première fois que ça arrive. Stagnation totale, compensée par un recours à de l'endettement pas cher. Et la création de bulles immobilières partout dans le monde occidental. Il arrive un moment, les crédits, il faut les rembourser. Mais comment rembourser des crédits quand vous avez perdu votre travail ou que vos salaires n'évoluent pas? C'est la question qui va se poser et qui va se matérialiser et se voir en premier aux États-Unis en 2007. Et c'est là que vous avez l'explosion de la bulle immobilière et la crise des subprimes. Ça va complètement faire vaciller le système financier et le système bancaire américain, qui avait eu l'intelligence de tout titriser, c'est-à-dire de regrouper tous ces crédits pas terribles dans des gros paquets avec des beaux paquets cadeaux notés AAA par les agences de notation, et revendus à toutes les autres institutions financières à travers le monde. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, les taux d'intérêt sont bas. Comme les taux d'intérêt sont bas et que vous voulez gagner de l'argent, et qu'on vous propose des crédits immobiliers américains, AAA, qui sont rémunérés à 8% à un moment donné où les taux sont à 3%, vous dites, ouais, génial, quel risque je prends? En plus, j'ai des hypothèques derrière, etc. J'ai des maisons à New York. Bon, oublié de vous préciser qu'elles étaient plutôt dans le Bronx que sur Central Park, mais bon, dites pourquoi pas, bon placement, bonne affaire, 5%, 5 points de plus que le marché. Donc, tout le monde, par appât du gain, va aller chercher ces taux de rendement. Et donc, la crise des subprimes, au départ purement américano-américaine, va devenir une crise financière mondiale. Cette crise financière mondiale va devenir une crise bancaire, crise boursière et crise bancaire mondiale. C'est la chute de Lehman Brothers, l'effondrement des bourses, etc. en 2007. À partir de ce moment-là, de cette crise bancaire et de cette crise financière, il va découler une crise économique. Tous les pays plongent en récession. Les banques sont en train de vaciller, elles ne sont plus en capacité de financer l'économie, tout le monde s'inquiète, on se rend compte qu'effectivement il n'y a plus de boulot et que le boulot il est en train de partir à l'étranger, que s'il ne part pas à l'étranger, de toute façon vous êtes remplacé par un serveur internet, donc, ou par une caisse automatique si vous êtes caissière chez Auchan ou chez Carrefour. Donc, il n'y a plus de boulot. La récession. Alors là-dessus, on va dire, on va faire des plans de relance. Donc les États vont faire des plans de relance. 2008-2009, on fait des grands plans de relance. On dépense beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent qu'on n'a pas. Donc cette politique de relance va entraîner une nouvelle crise qui va être la crise de l'endettement des États. On se rend compte tout d'un coup qu'on n'est plus capable de financer la relance, que c'est à crédit, que ça coûte très cher et qu'on a atteint la limite supportable pour la dette des États. Alors évidemment, rétropédalage, et là, plan de rigueur. C'est la fameuse phrase de Christine Lagarde qui dit on va concilier rigueur et relance, on va faire la relance. Rigolez pas, c'est ça. On en est arrivé à ce stade de certaine forme de pathétique. On vous explique la veille qu'il faut faire la relance, le lendemain on se rend compte qu'on n'a plus un sou, donc il faut faire la rigueur, mais qu'il faut quand même concilier les deux, donc on va faire de la relance.
et on va essayer de faire avancer la voiture en accélérant tout en freinant. Bon, c'est à peu près n'importe quoi. Donc ça ne peut pas fonctionner. Évidemment, on fait de la rigueur. Et cette rigueur, qu'est-ce qu'elle entraîne, notamment en Europe? Elle entraîne une récession. Alors là, on se rend compte que la récession, elle est en train de laminer toutes les économies européennes. On est en train de vous dire à nouveau qu'il faudrait réfléchir à relancer l'économie parce qu'on ne peut payer cet amas de dettes que s'il y a de la croissance. Le problème étant que, dans le contexte actuel d'économie ouverte, de mondialisation, de progrès technologique, vous ne pouvez par définition pas avoir de croissance. Parce que la croissance, elle va passer par la création d'emplois. Or, l'emploi étant le mode de redistribution, dans l'économie classique dans laquelle on se situe encore pour le moment, l'emploi étant le mode de redistribution des fruits de la croissance. Si vous voulez pouvoir bénéficier en tant qu'agent économique des fruits de la croissance, vous devez avoir un travail. Point de salut sans travail. Point de participation à la croissance sans travail. Or, il n'y a plus de travail. Et il y en aura de moins en moins, et nous rentrons dans un monde où il n'y a plus de travail au sens classique du terme, qu'on va appeler quasiment le sens de la lutte des classes et du sens communiste des classes. Vous avez les salariés d'un côté, encadrés par des patrons forcément méchants et exploitants de l'autre, et puis on les fait qui font trimer les masses laborieuses et forcément gentilles dans des conditions épouvantables à l'usine. D'accord ? Aujourd'hui, vous n'avez plus d'usine, donc il n'y a plus personne pour trimer. D'accord ? Alors soit on vous remplace par des robots, soit on vous remplace par des serveurs, soit on vous remplace... Bref, soit on vous remplace par un petit chinois payé de bol de riz. Donc de toute façon, il y a de moins en moins d'emplois. Donc qui dit moins en moins d'emplois, moins en moins de consommateurs, moins en moins de croissance, moins en moins de PIB. Et là, vous êtes rentré dans un système économique où en fait, il y a une espèce de, certains appellent ça un basculement, du monde dit occidental vers le monde asiatique. En réalité, ce n'est pas un basculement du monde. C'est complètement faux de dire que c'est un basculement du monde. C'est une mise à niveau. Ça n'a rien à voir. Parce que dans le basculement du monde, c'est assez froid comme expression, le basculement du monde, vous ne voyez pas trop ce que vous y perdez. Alors que quand on vous parle d'une mise à niveau, je vais vous dire ce qui se passe. C'est que vous venez de là, en Occident. Vous êtes en train de descendre. Demandez aux Grecs, là. Demandez aux Espagnols s'ils ne sont pas en train de descendre. Demandez aux Américains s'ils ne sont pas en train de descendre. Puis il y a les Asiatiques, les Chinois, les Indiens, etc., qui montent. Enfin, rassurez-vous, on va descendre beaucoup plus bas que eux ne vont monter haut. Et on va se retrouver avec une mise à niveau qui est en train évidemment de se faire par le bas et pas par le haut. Tout le monde peut le constater. Et donc, qui dit une mise à niveau et baisse de notre côté, il faut être clair, c'est notre PIB qui baisse. C'est notre production de richesse qui baisse. Mais nous avons un stock de dettes qui est extrêmement élevé. Donc des dettes très élevées et de la production de richesse qui baisse, ça fait que vous vous retrouvez avec un écart qui va ne cesser d'augmenter et qui va vous rendre de toute façon infinançable tout ce stock de dettes. Donc au bout du chemin, après la crise financière, la crise boursière, la crise économique, la crise de l'endettement des États, et bien au bout du bout, vous allez avoir la faillite des États et la crise monétaire. Et la remise à plat de l'ensemble des dettes qui ont été cumulées depuis des décennies. Et on se rend compte petit à petit, il faut encore que tout le monde va finir par s'y résoudre, mais on s'y résoudra plus tardivement possible. On sera obligé de constater qu'on ne peut plus les payer. Et ce jour-là, on vous dira, écoutez, les retraites, on ne peut pas les payer, le RSA, on ne peut pas le payer, l'armée, on ne peut pas la payer, les fonctionnaires, on ne peut plus les payer, les retraites, on ne peut pas les verser. Bref, l'épargne en assurance vie, qui est que des obligations d'État, on ne peut pas la rembourser. Voilà, alors on va refaire un reset, une remise à plat, on repartira en annulant les dettes. Et de tout temps, ça a fonctionné comme ça. De tout temps, on accumule des dettes, à un moment donné, elles deviennent impayables, on met tout à plat, on dit qu'on ne les paye pas, ça s'appelle pudiquement faire défaut, en réalité c'est faire faillite, et puis on repart et on recommence. Au passage, vous aurez des millions de gens ruinés, et des dégâts sociaux
absolument majeure.